Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Si c'est ton premier épisode, je t'explique le concept tout de suite et si c'est pas le cas, merci pour ta fidélité. J'ai la chance de recevoir un ou une invitée avec qui je parle de sa profession. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la personne que j'ai en face de moi fait ce qu'elle fait. Alors que tu écoutes ce podcast dans ton canapé, ou en train de faire ton sport, ou encore en train de faire les tâches ménagères, je te propose, à la fin de l'épisode, si tu l'as aimé, de le liker et de le partager sur toutes tes plateformes. Encore une fois, je te souhaite la bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Hello Vincent, bienvenue dans le podcast. Salut Ken, ça va? Ça va et toi? Eh bien, très bien, fraîchement. Euh, je pense qu'on peut aujourd'hui t'appeler un invité résident du podcast, vu que c'est le troisième épisode qu'on va faire ensemble. Pour le contexte, chères auditrices et chers auditeurs, donc Vincent, si vous voulez en apprendre plus sur lui, je vous conseille l'épisode numéro 8. Si vous voulez en apprendre plus sur les mitochondries, le système immunitaire, je vous conseille le hors-série numéro 1. Et puis aujourd'hui, on parle avec Vincent de sommeil, qui est, selon moi, l'élément le plus sous-coté de la récupération. Et comme la récupération, elle est corrélée à la performance, eh bien, c'est l'élément le plus sous-coté peut-être de la performance. Ouais, moi, c'est clairement le cas. Voilà. Et puis d'un point de vue santé, c'est un des trois piliers de la santé avec l'alimentation et le sport. Donc, mais on en parle, enfin, on en parle moins souvent et en tout cas de ce que j'en vois dans le domaine francophone, quand on en parle, c'est pas suffisamment bien fait. Donc du coup, on fait un podcast là-dessus. Voilà, c'était le. Vincent m'a envoyé un message vocal exactement comme il vient de le dire là. Il dit, on parle pas assez bien du sommeil. Il faut qu'on fasse un truc. Est-ce que tu es chaud? Et puis bah bien évidemment, moi je démarre au quart de tour. Donc c'était, je crois, jeudi. On est lundi matin et on est là. Ben voilà. Euh, Déjà, la première question que j'aurais envie de te poser, Vincent, c'est quand on parle de sommeil, est-ce qu'on parle que de ce qui est le moment où on va dormir, ou est-ce qu'on parle aussi de ce qu'on va faire en amont, et donc de comment est-ce que ça va conditionner la qualité de notre sommeil? Ben alors, le sommeil en tant que tel, c'est le moment où on est on dort simplement. Mais clairement, il y a plein d'activités avant le sommeil ou qu'on a le matin qui vont moduler la qualité du sommeil. Ok. Donc ça, oui, oui, ça a un impact forcément. Euh, Après, juste pour donner un contexte épidémiologique, on considère que à peu près, par exemple en France, à peu près la moitié des Français, ou à peu près, ouais, un truc comme, on va dire, au moins la moitié des Français considèrent qu'ils ont un bon sommeil, et 30% des Français considèrent qu'ils sont en dépravation de sommeil. Ok. Sachant que le sommeil moyen pour un Français, c'est 7 heures, Mhm. et que la, la quantité de sommeil qu'il faut idéalement pour un être humain, d'après le consensus scientifique, c'est aux alentours de 8 heures. Est-ce que c'est 8 heures d'affilée, ou est-ce que c'est, par exemple, 7h30 et puis une demi-heure de sieste dans la journée? Alors justement, ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est qu'on s'est rendu compte que c'est pas grave de faire des siestes, qu'on peut complètement fragmenter son sommeil. La seule chose qui compte, c'est d'avoir ces 8 heures sur les 24 heures. Mhm. Par exemple, avant la révolution industrielle, les gens travaillaient complètement différemment, avaient un mode de vie complètement différent, et ils pouvaient fragmenter leur sommeil de manière à avoir, par exemple, 5 heures par-ci, 2 heures par-là, 1 heure par-ci, etc., etc. Ok. Ils pouvaient dormir par bloc comme ça. Ce qui est très différent de ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'à cause du travail, on est obligé de travailler, enfin, d'avoir des horaires régulés en journée, donc du coup, on dort plutôt le soir, la nuit, de manière ininterrompue. Ok. Mais c'est pas du tout gênant. La seule chose qui va compter, c'est ensuite la qualité du sommeil sur ces 8 heures, peu importe que ce soit continu ou fragmenté. Et pour parler de qualité, du coup, il faut comprendre que le sommeil, il est divisé, il est scindé en... Les cycles du sommeil sont scindés en plusieurs catégories. Il y a ce qu'on appelle la REM et la non-REM. REM, c'est pour Rapid Eye Movement. Mhm. La REM, donc ça correspond au sommeil paradoxal. Mhm. Et la non-REM se divise en trois sous-parties, N1, N2 et N3, qui sont des sommeils plus ou moins profonds. Sommeil N1, c'est léger, N2, c'est moyen, et N3, c'est le sommeil profond. Ok. Et pour la santé, on va en discuter longuement après, le sommeil paradoxal d'un côté et le sommeil profond sont absolument capitales.
Il est de l'ordre de... Chacun sont de l'ordre de 20-25% chez l'être humain, Mhm. en termes de volume total sur la nuit. Donc 20-25% de sommeil paradoxal, 20-25% de sommeil profond. C'est un peu moins pour le sommeil profond, c'est 15-20%, mais on peut avoir un peu plus si on dort très très bien. Et la moindre dégradation de ce pourcentage dans nos vies a des conséquences colossales sur la santé, la performance forcément, la longévité également. Mhm. Par exemple, si tu diminues de 30% ton sommeil profond, tu perds entre 10 et 15 ans d'espérance de vie. Ok. Tu dis 20-25% de sommeil paradoxal, 20-25% de sommeil profond. Puis Ouais. les autres pourcentages sont quoi? Répartis entre sommeil léger et sommeil moyen? Oui, c'est ça, Ok, d'accord. exactement. D'accord. Ok. Qui sont un peu moins importants pour la santé, même si c'est en fait N1 et N2, donc qui sont les phases légères et moyennes, sont surtout des rampes de lancement pour N3. Bon, les sommeils paradoxales, c'est sommeil paradoxal. Et en Ok. fait, on fait des oscillations sur des blocs d'une heure et demie, un truc comme ça, entre ces trois phases, plus sommeil paradoxal. Et c'est la répétition de ces cycles-là qui fait que du coup, sur la fin, on est restauré quand on se Ok. réveille le lendemain. Ça marche. D'accord. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Oui, d'un point de vue, en fait, c'est intéressant de comprendre le sommeil d'un point de vue évolutif déjà. Ouais. Parce que le sommeil n'est pas quelque chose qui, a priori, est bénéfique à court terme pour un être humain ou pour n'importe quel être vivant. Qu'est-ce que j'entends par là? Mhm. Quand tu dors, Mhm. tu peux pas t'occuper de tes enfants. Tu peux pas trouver la nourriture. Tu peux pas te reproduire. Tu peux pas te défendre parce que tu es vulnérable, Mhm. ni défendre ceux qui sont autour de toi. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup de choses successives qui sont extrêmement négatives d'un point de vue du fitness de l'évolution. Ouais. Et pourtant, tous les animaux dorment. Mhm. C'est un truc qui est ancré très très profondément chez les êtres vivants depuis la nuit des temps. Même les petits organismes en fait ont des cycles d'éveil et d'état de conscience normale. Euh, du coup, même si on n'arrive pas à expliquer le pourquoi du sommeil, l'origine du sommeil exactement, enfin on voit les effets positifs. Il est clair en fait que c'est une fonction qui est littéralement liée au système vivant. Mhm. euh, et qui a des avantages. Par exemple, tu vois, les, euh, les oiseaux, ils sont capables d'éteindre la moitié de leur cerveau, de dormir seulement de la moitié d'un côté Mhm. et de rester éveillé de l'autre côté. Parce qu'en fait, quand ils sont sur une branche, Mhm. ceux qui sont au milieu peuvent dormir complètement, mais ceux qui sont sur le côté, en fait, dorment du côté où les autres dorment et restent éveillés de l'autre côté. Ce qui fait que du Mhm. coup, ils ont une perception de ce qui se passe et ils peuvent mettre en alerte les autres au cas où. Est-ce que ça veut dire que les gens cons, ils ont la capacité d'éteindre la moitié de leur cerveau, puis qu'en fait, ils sont constamment en train de à moitié dormir ou pas? Non, parce que ça n'existe pas chez l'être humain, ça. Ah, ok. Bon, bah, ça C'est aurait juste peut-être été une les... explication. Non, mais par contre, tu vois, chez les oiseaux, donc qui ont cette problématique-là et qui vivent en groupe, le fait de pouvoir dormir d'un côté et d'être réveillé de l'autre, ça demande un câblage au niveau neuro qui est extrêmement complexe, Tu mais m'étonnes. vraiment très très complexe. Et pour que la nature sélectionne un truc pareil, ça sous-entend vraiment que le sommeil est quelque chose d'essentiel aux êtres vivants. Mhm. Pour revenir à nous, chez les êtres humains, c'est rigolo parce qu'il y a aussi un aspect collectif à ça. C'est-à-dire que on dort à peu près tous 8 heures en moyenne, mais certains sont plus du soir, d'autres sont plus du matin. C'est-à-dire. D'accord? Mais en fait, il y a au moins 22 gènes qui déterminent notre chronotype, c'est-à-dire si on a plus tendance à dormir euh, le matin ou plus dormir le soir, au Ok. sens où à Couche s'endormir tard tôt le ou soir. lève tard. Exactement, Ok. ouais. Mais c'est quelque chose qui est pas du tout contrôlable par un être humain. On peut rien y faire à ça. T'es du matin ou t'es du soir? Enfin, en gros, Ouais. c'est ça. Ok. C'est génétiquement extrêmement bien déterminé. Et en fait, c'est un avantage évolutif d'avoir cette variété chez l'être humain. Parce que ceux qui sont du soir peuvent veiller le soir pour protéger la tribu quand les autres flemmards dorment. Et ceux qui sont du matin Ils peuvent protéger la tribu peuvent pendant que les protéger la autres dorment. tribu quand les autres cons, ils sont endormis très tard. Donc, en fait, le truc de euh, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, et puis le truc de faut absolument te lever à 4 heures du matin pour prendre de l'avance sur les autres. Enfin, basiquement, si t'es pas câblé, c'est que des gens qui sont câblés dans ce sens-là qui peuvent dire des énormités pareilles.
Parce que si t'es pas Oui, câblé, bah, en fait, tu vas travailler peut-être tard le soir où tu seras beaucoup plus efficace et puis dormir plus longtemps le matin. ouais. Incroyable. Moi, je suis plutôt du soir typiquement et je travaille très facilement jusqu'à 2 heures du matin. Mhm. Mais par contre, tu me demandes de travailler à 8 heures, je te regarde en prenant mon café et j'attends. Ouais, alors que moi, tu me demandes de travailler entre 4 heures du matin et 6 heures du matin, je suis hyper efficace. Et à partir de 20 heures le soir, voilà, moi je te regarde. Alors, j'ai pas un café, mais je te regarde et puis je hoche la tête. Mais du coup, il faut qu'on fasse une tribu. Parce qu'à nous deux, tu vois, au moins, il n'y a personne qui pourra nous cambrioler. Ils auront une fenêtre de temps qui sera toute petite. Ouais, ouais, ça va être compliqué pour eux. Ok, bah écoute, ça c'est. Alors, je pense que déjà c'est hyper intéressant. Puis ça, je pense que ça met un petit boom dans la tête des gens qui écoutent le podcast. On continue. Mais alors, justement, tu vois, cette idée de il faut se lever tôt pour réussir, etc. En fait, ça gangrène le milieu du business et même le milieu médical d'ailleurs. Et en fait, on sait que la dépravation de sommeil, ça accentue considérablement le risque d'accident, Mhm, tu vois, sur les routes. Ça le double à peu près. Et ça coûte de l'argent aux entreprises. Ça mhm, se chiffre en milliards en termes d'assurance, de congés maladie, de burn-out, etc., à l'échelle des pays. mhm, Tu vois, cette philosophie de dire oui, il faut moins dormir pour travailler plus, ou forcez-vous à vous lever plus tôt, on mhm, entend souvent ça, pour aller travailler ou faire un peu plus de choses. En fait, si vous n'arrivez pas à récupérer, vous ne pourrez carrément pas faire ces choses-là, et même vous allez amener progressivement votre corps dans une situation euh, très dégradée pour votre santé, vous allez mhm. tomber malade et vous n'allez pas pouvoir assumer. Ok. J'ai une Oui, question. Euh, on dit les études montrent en moyenne 8 heures par nuit. Est-ce ouais. qu'il y a des gens qui sont concrètement câblés pour dormir moins sans que pour autant ça ait un impact délétère sur leur santé sur le long terme? Non, Ok. non. Justement, en fait, c'est ça un des enjeux majeurs liés au sommeil que les gens ont du mal à comprendre, c'est que une personne normale en bonne santé, alors, les gens qui sont normaux, il n'y en a pas beaucoup, et des gens qui sont en bonne santé, il y en a encore moins. Mm. Mais pour cette toute petite catégorie d'êtres humains qui est considérée comme ce qu'il faudrait être, les 8 heures, c'est ce qu'il faut. Et je compte même pas le sport là-dedans. Parce que dès que tu fais du sport, tu rajoutes 1 heure en gros. Ok. Donc ça veut dire qu'un athlète, il doit dormir à peu près 9 heures par jour. Et les athlètes de très haut niveau, vu les volumes qu'ils font, ils peuvent dormir 10 à 11 heures par jour. C'est vraiment les extrêmes, ça. Mm. Euh, mais qu'est-ce que je veux dire? Oui. Mais alors du coup, pour en venir maintenant au sommeil, il y a un truc rigolo aussi, c'est qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes Mhm. sur le sommeil. Il s'avère que la proportion de sommeil profond au cours de la vie reste constant pour les femmes, mais a tendance à diminuer pour les hommes. Il y a une C'est-à-dire raison à qu'on ça? est... De quoi? Il y a une raison à ça? Oui, il y a une raison à ça. En fait, donc c'est 20% à peu près le sommeil profond, je te disais. Ouais. Et donc chez les hommes, ça passe de 20% à un truc comme 5% quand ils ont 75 ans. Ok. Euh, En moyenne, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens, s'ils ont une vie heureuse et stable, ils restent beaucoup plus haut. Mais c'est une tendance à décroître. La raison, c'est parce que nous, les hommes, on gère beaucoup moins bien le stress physiologique que les femmes. En fait, les femmes ont un système compensatoire à la montée du cortisol et aux hormones de stress qui est très puissant, qui est plus puissant que le nôtre. Et en gros, nous, on l'a pas ça, c'est pas aussi fort. Ce qui fait que du coup, à chaque fois qu'on subit des traumas dans notre vie, des traumas psychiques objectivement traumatisants, ça dégrade notre sommeil profond parce que bah, les traumas, c'est des attaches émotionnelles extrêmement négatives à une information objective qui se rembobine en permanence un peu tout le temps. Et donc, du coup, on fait qu'on s'en rappelle. Ça fait exploser notre cortisol, ça. Comme ça fait exploser notre cortisol, je vais l'expliquer après, ça module un peu notre activité cérébrale pendant la nuit et ça fait décroître notre sommeil profond de Ok. manière stable.
Du coup, c'est chiant. C'est C'est mal. chiant. Et il est possible que cette seule chose-là, alors c'est une hypothèse hein, de ma part, mais il est possible que juste cette différence de sommeil profond entre les hommes et les femmes, c'est ce qui explique simplement la différence d'espérance de vie entre les hommes et les femmes, qui fait ce que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Ouais, ça fait sens. C'est possible. Parce que sur les autres formats, en fait, il y a tout un tas de choses, on se dit oui, les hommes ont un métabolisme qui est plus élevé que les femmes, mais en fait, quand tu vois des femmes, par exemple, qui ont des métabolismes, des athlètes femmes, qui ont un métabolisme littéralement bien plus important que des femmes sédentaires, Mhm, et qui vivent tout aussi longtemps que les autres femmes, tu te dis que finalement, c'est pas une question de métabolisme, il y a mhm. autre chose. Donc c'est une hypothèse possible. Donc voilà, c'est intéressant cette différence homme-femme. Euh, et oui, alors ensuite, du coup, au niveau du sommeil, il y a donc plein de choses qui régulent le sommeil, mais au niveau endocrinien, il y a trois molécules classiques. Il y a l'adénosine, la mélatonine, toutes les deux qui favorisent l'endormissement, et de l'autre côté, le cortisol. Alors, l'adénosine, pour expliquer un peu, c'est quelque chose qu'on commence à libérer le matin et qui s'accumule doucement, de manière ininterrompue, jusqu'au moment où on va s'endormir. Mhm, En fait, plus la concentration d'adénosine dans notre corps est importante, et plus en fait on a envie d'aller dormir. mhm. C'est un peu comme un arc qui se tend, qui se tend, qui se tend, et puis au moment, ouais, c'est bon, on n'arrive plus à résister, on va dormir. Mais par contre, si on fait la sieste, euh, si on est un petit dormeur, qu'on a du mal à s'endormir, faire la sieste, typiquement, ça fait redescendre momentanément cette quantité d'adénosine, puisqu'on fait la sieste, justement. Ok. Donc, si on veut vraiment sortir des effets de la fatigue, il vaut mieux ne pas faire la sieste dans cette configuration-là particulière. Maintenant, la caféine, le café, ce que ça fait, c'est que ça bloque l'adénosine. En fait, ça empêche notre cerveau de percevoir cette montée de l'adénosine. Ok. Parce que ça se met sur les récepteurs d'adénosine qui, elles, ne peuvent plus passer. Et ça le bloque. Mais le truc, c'est que le café, il a une demi-vie qui est, alors, en fonction des gens, entre 3 et 6 heures. Et donc cette demi-vie fait que, du coup, l'adénosine ne peut pas rentrer, mais elle quand même continue de s'accumuler. Mhm. Et du coup, quand le café est éliminé, il y a... Voilà, bah, c'est ce qu'on appelle le crash de caféine. Ok. Et donc, du coup, on se sent vraiment épuisé d'un coup. Et c'est pas très très bon parce que du coup, ça peut amener à des vrais problèmes. Par exemple, il y a une étude faite chez les médecins aux États-Unis qui font des shifts colossaux. D'ailleurs, c'est vrai aussi en France, hein, Mhm. dans les hôpitaux pendant 20 heures. Et du coup, ils sont sous caféine. Et il s'avère que leur crash de caféine, ça correspond à peu près au moment où ils rentrent chez eux en voiture. Ah ouais, super. Concomitance d'événements de merde. Exactement. Ah, Et du purée. coup, ils s'exposent à ce risque tous les jours ou quasiment, tu vois. Ouais, ok. Ok. Donc, adénosine, ça s'accumule au long de la journée. Et puis, quand c'est plein, bon, bah, t'es KO, tu vas te coucher. Ensuite, tu Ouais. disais la mélatonine. Alors, la mélatonine, c'est une hormone qui est produite à base de sérotonine. Ouais. La sérotonine, elle est produite essentiellement au niveau de notre système digestif, dans l'intestin, grâce à notre flore intestinale. Et cette mélatonine, en fait, comment dire, elle signale au cerveau que c'est la nuit. Ok. Donc, elle est dépendante de la luminosité, tout simplement. Voilà, c'est la question que je voulais poser. Oui, voilà. Et en fait, c'est un des points d'ailleurs essentiels du sommeil dans les recommandations, c'est de s'exposer à l'obscurité. On ne vit pas assez dans l'obscurité en tant qu'être humain. En fait, si tu t'exposes normalement à l'obscurité, ta mélatonine monte, et c'est la combinaison à la fois de l'adénosine qui est très forte et la mélatonine qui dit au cerveau c'est la nuit, il faut dormir, qui fait que du coup tu tombes et tu dors bien. Ouais. Mais si tu retardes cet effet sur la mélatonine, ça a tout un tas de conséquences négatives à la fois sur le volume total de sommeil et sur la qualité du sommeil. Par exemple, les écrans, le téléphone, il y a des études qui sont intéressées à quantifier les effets objectifs sur le sommeil. Regarder ton téléphone le soir, ça n'a pas seulement pour effet de t'empêcher d'aller au lit, ça diminue également ton sommeil paradoxal, ça diminue le volume total de sommeil, c'est-à-dire que si normalement tu as besoin de 8 heures, à cause du fait que tu regardes pendant 1 heure ton téléphone avant de dormir, tu vas dormir seulement 7 heures. Et on sait que ces effets-là sont chroniques pendant plusieurs mois, même si tu arrêtes. Ok.
Donc tu as une phase de sevrage. Ouais, c'est Ok. ça. Il faut Et passer par ça. les recommandations par rapport aux écrans, c'est combien de temps avant le coucher? Alors, si je suis un absolutiste D'accord. psychorigide, c'est on fait comme nos ancêtres et pas d'écran de la journée. Bon, bah, on va arrêter le podcast, je vais fermer mon ordinateur et puis je vais aller marcher dans la forêt. Ok, alors, Euh, non, 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 mais sans être un je- absolutiste et par rapport voilà, au monde dans lequel on vit actuellement et aux ouais, contraintes ouais. aussi qui y sont liées. En gros, 2 à 3 heures. Ouais. Mais en fait, le problème de fond, là, j'ai une astuce par rapport à ça. Ah, C'est que tu peux regarder ton écran juste aller jusqu'avant d'aller dormir, tant que tu ne regardes pas dans le lit. ok, En fait, il y a dans les choses bien à faire, il faut surtout pas avoir des activités dans le lit autres que le sommeil et le sexe. ok. Voilà. Voilà. Hop, Heureusement qu'il l'a dit, j'ai eu peur. J'ai eu un coup de chaud, laisse-moi j'étais là. Ah, merde! laisse-moi noter ça. Je note. Parce qu'en fait, le cerveau on a un cerveau qui adore la routine Mhm. et c'est très important d'avoir des routines par rapport au sommeil. Ouais. Donc, se coucher à heure fixe, se réveiller à heure fixe, dormir dans l'obscurité et avoir plus ou moins la même routine d'endormissement et d'activité entre guillemets dans le lit, c'est vraiment ce qu'il faut au cerveau pour maximiser euh, le bonheur lié au sommeil. Et donc derrière, parce que il faut toujours se rappeler que, euh, alors c'est vrai pour le sommeil, mais c'est vrai pour plein de choses aussi, que ce qu'on fait dans le présent dépend de la mémoire qu'on a de ce qu'on a fait dans le passé par rapport à cette chose-là, Mhm. et de l'anticipation aussi de ce qu'on fera plus tard. Ouais. Si tu as toujours bien dormi, que tu vas anticiper que tu vas bien dormir dans l'avenir, alors tu dormiras très bien dans le présent. Ok. Alors que, ça arrive à tout le monde, hein, c'est normal, si tu as parfois des périodes où tu as, un sommeil Merde. de merde, exactement, que tu vas anticiper que tu as beaucoup de travail et que tu vas pas pouvoir beaucoup dormir, ça va faire monter ton anxiété. Et ça, pour le coup, dans le Bravo. présent, ça va diminuer ta qualité de ton sommeil instantanément. Mhm. C'est normal. Et d'ailleurs, la caféine fait ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec la caféine. La caféine, c'est un précurseur de la noradrénaline et de la dopamine, qui donc augmente la pression artérielle, et ça fait monter le cortisol. Mhm. Donc ça fait objectivement en fait monter ton anxiété en toi, Ouais. pour le sommeil. En fait, c'est un autre effet de la caféine dont on parle peu, parce que la caféine, effectivement, retarde le sommeil si on la prend trop tard, Mais c'est l'effet mais anxiogène. c'est un effet anxiogène sur le sommeil. Donc si on est déjà quelqu'un d'anxieux, il faut... Ok. Donc la caféine, faut faire attention. Genre, par exemple, il faut pas la confondre le matin parce que tu as la tête dans le cul avec de la chicorée, par exemple. Ouais, alors, Ken dit ça parce que la semaine dernière, c'est ce C'était, qui m'est c'était trop arrivé. tentant, hein, désolé, mais faut que tu la racontes parce qu'elle est trop drôle. Bah, alors, normalement, je prends du café, moi, 2 ou 3 fois dans la semaine maximum. Typiquement le lundi et le vendredi parce que c'est les jours où j'ai les plus gros entraînements dans ma semaine. Et en semaine, parfois, j'en prends un petit peu parce que j'aime bien. Et il y a des jours où je suis fatigué, et voilà, comme tout le monde. Et il y a un matin, donc ce que je fais, en général, je remplace le café par la chicorée. Et ma chicorée, j'aime bien en mettre une bonne dose, donc je mets 2, 3 cuillères à soupe dans une très grosse tasse, hein. Et sauf que là, en fait, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai remplacé la chicorée par le café. J'étais là, wow, mais cette chicorée. Et j'ai dansé la polka, mais jusqu'à minuit, alors que j'ai fait un quotidien de cardio des enfers. J'ai tout fait pour. Ça n'a rien. En plus, moi, il s'avère que. Alors, oui, alors, ça me permet de faire une transition. Dans les gens qui vous entourent, vous avez des personnes qui sont sensibles à la caféine, donc comme moi. Donc pour qui la demi-vie du café est plutôt de 6 heures. Donc ça veut dire que au bout de 18 heures, il reste encore 10% du café. Donc si on en a pris 3 cuillères à soupe, ça fait vraiment une quantité terrible. Et d'autres personnes pour qui c'est seulement 3 heures. Ça, c'est génétique, ça dépend des enzymes digestives, pas digestives, des enzymes du foie qui permettent de dégrader la caféine. Les gens qui ont la chance d'avoir la capacité à dégrader rapidement la caféine, donc pour une demi-vie de 3 heures, ils peuvent prendre leur dernier café à 15 heures, ça aura peu d'impact sur leur sommeil. Et les gens qui sont sensibles comme moi à la caféine, soit vous en prenez parce que vous savez que ça va être l'enfer sur Terre en termes d'entraînement ou de travail,
dans la journée, soit vous n'en prenez pas du tout, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire, parce que sinon Mhm. vous allez littéralement dégrader votre sommeil et il n'y a rien à faire par rapport à ça, Mhm. malheureusement. Ok. Euh, est-ce que... Alors, j'ai plus ou moins une idée, hein, mais dans le développement de l'enfant, de la naissance jusqu'à, on va dire, 18 ans, parce que c'est Ouais. l'âge où on devient soi-disant adulte, un petit peu plus loin pour peut-être pour les femmes et très, très, très beaucoup plus loin pour les hommes. Même si très, très beaucoup plus loin, ça se dit pas. Quelle est l'importance du sommeil et à quel point est-ce qu'on doit être vigilant à maintenir cette qualité de sommeil dans le développement de l'enfant? Et après, je te pose une autre question qui va avec ça. Alors, c'est un sujet qui est très intéressant, ça. Le... En fait, ouais. Pour répondre à cette question, faut que je fasse une digression pour expliquer à quoi sert le sommeil, aussi d'un point de vue Vas-y. physiologique. Fais ta- Le sommeil, d'un point de vue physiologique, il permet de réguler la glycémie, Mhm, il permet de reset, donc de réinitialiser le système immunitaire, mhm, il permet de faire baisser le cortisol, et il permet au niveau des câblages neuronaux de, en même temps, consolider l'information nouvellement acquise pour la mémoire, mais également de lier les informations nouvellement acquises aux informations passées. voilà. Cet argument se suffit à lui-même. Ouais, ouais, ouais. Mais alors, ce qui permet d'ancrer les informations dans la mémoire, c'est le sommeil profond. Ok. Ce qui permet de lier les informations nouvellement acquises aux informations nouvellement passées, ce qui transforme l'information en savoir, ou le savoir en sagesse, Mhm, c'est le sommeil paradoxal, c'est les rêves. Et donc un enfant qui est dans une phase du coup d'apprentissage gigantesque, mais aussi de construction sur le plan immunitaire et physiologique, a besoin d'une quantité de sommeil qui est plus importante qu'un adulte. mhm. Du coup, une dépravation de sommeil chez l'enfant a des conséquences encore plus graves que pour un adulte. D'accord. Ça marche. Ouais. Aujourd'hui, bon, moi, je travaille en salle. Je m'entraîne en salle de fitness. Bon, je m'entraîne beaucoup le matin, je m'entraîne moins le soir. Et moi, je vois aujourd'hui toute une nouvelle génération de 15, 19 ans pour qui le fitness est devenu une pratique sportive à part entière. Et sur le fond, je trouve ça bien. Alors, Mm. ça donne des scènes très, très drôles avec des petits kékous qui ont des physiques de phasme et puis qui flexent devant le miroir dans les vestiaires. C'est à se plier en deux. Mais je vois aussi qu'ils arrivent toutes et tous munis d'une canette de Monster ou une canette de Red Bull pour pouvoir. Et c'est, tu vois, c'est la fin des cours, hein. Donc, alors j'en vois beaucoup le matin qui boivent déjà ça, mais j'en vois aussi beaucoup l'après-midi qui arrivent vers 16 heures, des fois même Mm. 17 heures, des fois même 18 heures et qui ont ces boissons-là à la main. C'est quoi les risques pour ces jeunes-là de consommer ces boissons? Alors, au-delà du sucre, hein, évidemment, puis de tout ce qu'il peut y avoir dedans qui n'est pas de la caféine, c'est quoi les Ouais. risques face auxquels ils se mettent pour leur développement futur? Euh, c'est un sujet qui est compliqué, ça. Mhm. Parce que, en fait, je vais déporter l'attention sur l'école. Ah, ah, ça me plaît. Ça me plaît. Vas-y. En fait, les enfants, surtout en phase de préadolescence et adolescence, donc on va dire de 12 à 18 ans, sont chroniquement épuisés Mhm. parce qu'on les oblige à se lever tôt le matin Ouais, et à faire des devoirs, alors qu'en termes de volume de sommeil, il faudrait qu'ils dorment beaucoup plus. ok. C'est ce qui est constaté, hein, d'un point de vue épidémiologique et dans les études scientifiques. Et du coup, ils survivent pendant cette phase-là de leur vie comme ils peuvent. Mhm. Et du coup, ils prennent parfois du café, du coca, des trucs excitants, ou les Monsters, là, tout ça, ou les Red Bull, pour pouvoir aller faire leurs activités qui leur plaisent vraiment en dehors de l'école. Il y a trois effets. Tu as les effets de mode, parce qu'entre groupes, ils se disent: Oh, regarde, c'est trop bien, ça excite. Il y a l'effet sucré, parce que c'est des produits qui sont sucrés, donc qui sont attirants. Donc ça amplifie l'envie de les prendre. Et il y a l'effet aussi qu'ils le prennent instinctivement parce qu'ils sont cramés et qu'ils veulent un boost pour pouvoir bouger. Mhm. Donc, alors,
j'ai, d'un point objectivement, ces trucs-là, c'est pas bien. Oui, mais c'est compréhensible. Mais c'est compréhensible, voilà. Parce qu'ils sont vraiment chroniquement épuisés. Les parents sont mal éduqués par rapport à ça. Par exemple, on a tendance souvent à entendre les parents dire à leurs ados, mais tu fais rien de ton week-end, tu es en train de gâcher ta journée, pourquoi tu restes dans ta chambre à dormir, espèce de larve, Ouais, bah vas-y, feignasse. dors en fait. Voilà. En fait, oui, c'est ça. Et s'ils ont besoin de dormir, c'est parce qu'ils sont épuisés de la semaine et qu'ils essayent un tout petit peu de rattraper leur dette de sommeil, Mhm, ce qui est déjà très compliqué parce que, objectivement, mettons que vous manquiez d'ailleurs, s'il y a une étude là-dessus, mettons que vous manquiez on vous force à une dépravation de sommeil de une demi-heure tous les jours mhm, pendant 6 semaines. mhm. D'accord? Une demi-heure, c'est rien, hein. Ouais, mais cumulé, ça fait beaucoup. Et bien, cumulé, ouais, on se retrouve en état prédiabétique, et en état d'épuisement chronique, à la limite du burn-out, avec le cerveau qui est plus capable de réguler les toxines qui sont produites. Vous mettez un adolescent et un adulte dans cette configuration de dépravation de sommeil. L'adolescent va survivre parce qu'il est en phase d'adolescence, qu'il est en croissance, donc du coup son système arrive à compenser. Mais l'adulte, il fait un burn-out. Ok. Et d'un côté, on a le système éducatif, donc c'est de la torture en termes de sommeil pour les enfants. Et de l'autre côté, ben, on a du coup un travailleur qui a peut-être pas le choix Mhm. de travailler comme ça. T'as parlé de dette de sommeil. Ouais. Euh, est-ce que c'est possible de la rembourser, cette dette de sommeil? Est-ce que si il me manque euh, une demi-heure du lundi au vendredi, ça veut dire qu'il me manque 2 heures et demie? Est-ce que je peux les compenser pendant le week-end? Est-ce qu'il y a des intérêts supplémentaires? Est-ce que 2 heures et demie de manque, en fait, c'est 3 heures et demie à rembourser? Comment ça se passe, plus ou moins ça? Bah oui, oui, si la dette est faible, donc comme ça, là, deux heures et Ouais. demie, alors 2 heures et demie, c'est pas rien, hein, Mhm. mais 2 heures et demie, ça passe. Mais si tu es à 1 heure, c'est fini déjà. Si t'as 1 heure par jour, tu dis? Eh ouais, Ok. 1 heure par jour, ça veut dire qu'il faut que faut que tu dormes, 5 heures. faut que tu dormes 2 fois 11 heures le week-end. Mhm. Ça peut être déjà plus compliqué. Ok, d'accord. Du coup, je t'avais coupé dans la réflexion sur les jeunes. Tu parlais de l'école d'un côté, tu parlais des parents de l'autre. Oui, et du coup, les parents, oui, il faut rééduquer les parents pour dire qu'il faut surtout pas culpabiliser les ados en leur disant, écoutez, arrêtez de dormir, c'est nul. Ouais. En fait, il faut les laisser dormir. En plus, il y a autre chose, c'est que donc, je t'ai pas raconté encore, mais en 2013, donc c'est assez récent, on s'est rendu compte qu'il y avait deux systèmes lymphatiques dans le corps humain. Ok. Ouais. Il y avait le système lymphatique que tu connais, classique, mais il y avait un système lymphatique indépendant pour le cerveau, Ok. qui s'appelle le système glymphatique, du coup. Ok. Ce système glymphatique, il permet d'éliminer les toxines produites dans la journée. Dans les protéines, pardon, dans les toxines qui sont produites, tu as par exemple la protéine Tau, qui est un marqueur de toxicité dans le cerveau, et qui se fait éliminer dans la nuit, Ok. notamment pendant le sommeil profond, et seulement pendant le sommeil profond. Cette protéine Tau, quand elle s'accumule dans le cerveau, après plusieurs dizaines d'années, c'est un marqueur extrêmement précis de la prévalence de la maladie d'Alzheimer. Ok. Ce que je suis en train de dire, c'est que si votre système lymphatique ne peut pas fonctionner correctement parce que vous n'allouez pas suffisamment de sommeil, et en particulier de sommeil profond, de qualité, à votre cerveau, le cerveau va accumuler les toxines qui vont se traduire sur le long terme par la neurodégénérescence. Et même si vous faites du sport, Ouais, c'est la question que même j'allais te si poser. ouais, la prévalence est moins importante pour les sportifs, Mhm. mais elle existe quand même, malheureusement. Ok. Donc, une dépravation de sommeil fait que tu passes moins de temps dans le sommeil paradoxal, dans le sommeil profond, Ouais, temps pendant lequel ton système lymphatique fait une purge des toxines que tu as dans le cerveau. Et ouais, donc, en fait, ces toxines s'accumulent et ça, c'est un marqueur sur le long terme de une plus grande proportion à développer la maladie d'Alzheimer, c'est ça? ouais. Ok, d'accord. Du coup, le message de fond, c'est vraiment essayer de maximiser son sommeil profond et son sommeil paradoxal. Et c'est pas forcément évident parce que les gens parfois ils te disent oui mais je dors donc laisse-moi tranquille. Faut-moi la paix. C'est ça. Et en fait c'est pas si simple parce que tu peux très bien dormir
sans avoir une proportion de sommeil paradoxal ou de sommeil profond qui est importante. Mais comment est-ce que tu le... Est-ce que tu peux physiologiquement et physiquement par toi-même percevoir cette carence de sommeil paradoxal et de sommeil profond? Alors oui, il y a plusieurs leviers pour ça. Alors, il faut être très proche de son corps, hein. Donc, mais ça se fait. En fait, le simple fait en fait, on a tendance, au niveau conscient, à percevoir des différences des différences internes, seulement par des mesures de variation. Ça veut Mhm. dire quoi? Ça Ouais, veut dire qu'en gros, un jour, tu dors avec de la caféine et de l'alcool, par exemple. Un autre jour, tu dors sans rien. Et tu te rends compte que le jour où tu dors sans rien, tu dors beaucoup mieux. ouais. Et ben clairement, là, tu sais qu'il y a une différence gigantesque. Mhm. Et donc, en fait, si tu mets en place certaines routines où tu te sens le lendemain matin que tu es restauré quand tu te réveilles, ça veut dire que clairement, la proportion de ton sommeil profond et ton sommeil paradoxal a augmenté. Ok. Et donc, mais ça, on va y venir après, Mhm. c'est qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut éviter pour maximiser ce sommeil profond et ce sommeil paradoxal. Euh, Ça, je vais y venir. Mais en gros, oui, c'est tout à fait possible. Et après, objectivement, par la mesure, il s'avère, et ça j'ai appris ça il y a pas longtemps, que les Oura Ring, là, ou les anneaux du sommeil, en fait, sont des mesures, des bons proxys de la mesure de sommeil profond et de sommeil paradoxal. C'est pas Ok. extrêmement précis, mais c'est suffisamment précis à 90%, on va dire, Ouais. pour avoir un bon retour sur ce sujet-là. Ok. Donc c'est des bagues spécialement pour le sommeil. Oui, c'est un anneau que tu mets Ok. au doigt, Ouais. tu dors avec, et le matin, il te dit si ton sommeil a été bien ou pas. Ok. D'accord. Est-ce que c'est, est-ce que c'est pas, on dit, enfin, on en parlera sûrement après dans ce qu'il faut faire pour être dans une bonne d'avoir une bonne qualité de sommeil, mais est-ce qu'on dit pas qu'il faut s'éloigner de tout device électronique? Mm. Et du coup, est-ce que c'est pas bizarre de se mettre une bague qui est un device électronique pour mesurer la qualité de son sommeil, Oui. alors que normalement pour mesurer, enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, on dit ça parce que il faut retirer les leviers de l'anxiété. Ok, Si naturellement tu es anxieux, faire ça, ça va pas le faire. ok. Moi, typiquement, c'est un truc que je pourrais pas faire parce que j'aime les chiffres et je me dis, ah, il est en train de compter là, qu'est-ce qu'il fait? Le précieux compte. Non, mais c'est vrai, typiquement, pour moi, le sommeil, c'était un problème pendant des années. Euh, une astuce fondamentale d'ailleurs ça c'est pour le matin, c'est un réveil lumière typiquement, Mhm. donc c'est pas se faire réveiller par le bruit. Le réveil lumière, il m'affiche l'heure normalement. Moi, je le tourne. Je veux pas de chiffre dans la nuit. Ok. Si je vois un chiffre, ça va me trigger. Je me dis merde, il est 3h35. Il me reste 6h25 de sommeil. Tu vois, enfin, même pas non du coup. Mais voilà. Voilà. Mais il me reste 3h25 de sommeil. Ouais, Ça, et du coup, donc une manière de se libérer de l'anxiété, donc c'est de virer tous les trucs électroniques. Et si ok. vous avez un réveil, parce qu'il faut bien parfois quand même un réveil pour s'obliger à se réveiller le matin, vous le tournez. Vous n'avez pas besoin de savoir, de connaître la. Si vous vous réveillez la nuit pour pisser, vous n'avez pas besoin de savoir l'heure qu'il est. Ok. Alors, tu vois, par exemple, bah, moi, je me lève des fois la nuit pour pisser ou parce que ma fille, elle se réveille. Et en fait, je regarde l'heure et peu importe le temps qui me reste, que ce soit 3 heures, que ce soit 2 heures ou que ce soit une demi-heure, je me dis, ah tiens, il me reste ça. Et je me pose et je me rendors. Direct. Donc, ça Tu mets stimule pas pas en. d'anxiété chez moi. Voilà, c'est ça. C'est très bien. C'est très bien. Ok, d'accord. On en était où? Je sais plus. On avait parlé des enfants Ouais, des et enfants, de la dette de sommeil. ouais, le système lymphatique là pour le Mhm. cerveau, Le système avec lymphatique. Alzheimer et les risques d'Alzheimer. Ah oui, puis on Euh, était sur les bagues qui mesuraient le, on était sur les bagues Oui, qui mesuraient le sommeil. C'était ça, la qualité du sommeil. la qualité du sommeil. Mais alors, donc ces bacs sont bien, mais on peut faire sans, parce que ça coûte cher. Ouais. Et donc pour faire sans, c'est simple. Donc là, je vais venir maintenant aux choses qui permettent de maximiser le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Donc, ne pas s'exposer à la lumière bleue le soir. Lumière bleue émise par les écrans, par exemple. Par les écrans, mais alors, là où c'est tricky, là où c'est... Pardon, je parle trop anglais. Mais tricky, ça va, hein. Oui, oui, oui. Non, mais là où ça peut être problématique, c'est que la lumière émise par les loupiotes classiques, Ouais. il y a une proportion de lumière bleue aussi là-dedans. Et donc,
Si typiquement vous avez envie de couper complètement ça, vous pouvez acheter par exemple des lunettes à filtre rouge, à filtre à lumière bleue, pardon, qui sont rouges. Moi Mhm, j'en ai là. Tu mets ça pendant, tiens, tu mets ça pendant ce truc-là. mhm. Tu mets ça pendant une demi-heure avant d'aller au lit. Tu tombes comme une mouche. Ok. Parce que pour le coup, ta mélatonine, elle a aucun levier de blocage. Elle va être produite sans aucun problème. Donc ça, c'est si on veut. Idéalement, pas d'écran, mais si vous êtes obligé de bosser le soir, ben, c'est une excellente solution. Idéalement, donc c'est pas d'écran au moins pendant une heure avant de coucher. Le fait de manger suffisamment le soir de sources de tryptophane, de folate, donc ça, c'est ce que tu vas trouver dans les céréales, dans les protéines. Ça permet en fait naturellement de faire monter ta production de mélatonine et de sérotonine. Donc tu t'endormiras mieux. Éviter de manger trop gras, parce que quand on mange trop gras, la température interne de l'organisme monte, et donc du coup derrière on dort un peu moins bien à cause des variations de température. Est-ce que c'est La aussi une temp... question de quantité? Je te coupe hein, par rapport à la Ouais, nourriture. Est-ce que c'est une question ouais. de quantité ou c'est une question de ce qu'il y a dedans? Je te donne un exemple. On va manger une fondue au fromage, because we are in Switzerland, avec des pommes de terre. On mange, je sais pas, 600 grammes à deux, ça veut dire 300 grammes chacun de fondue au fromage. Est-ce que si je mange 400 grammes répartis en protéines, hydrates de carbone et légumes, donc la même quantité, ça a le même impact sur le sommeil? Mais en fait, si tu respectes à peu près les proportions d'une assiette Mhm. en nutrition, ça se passe bien parce qu'on est naturellement fait pour absorber cette proportion d'aliments. Ok. Si tu as une proportion plus importante de protéines, il va falloir que tu manges un peu plus tôt parce Mhm. que ta température va monter beaucoup plus haut pendant quelques heures. Ok. Voilà. Donc, en général, c'est pour ça qu'on recommande aux gens de manger au moins 3 heures avant d'aller au lit. Mhm. De finir le repas 3 heures avant d'aller au lit, pour être Ouais. exact. Donc, ça, oui, ça varie. En fait, les micronutriments, tant qu'ils y sont, ça va. Mais ensuite, la composition de ton repas peut faire que ta digestion va être plus ou moins lente et te faire plus ou moins monter en température. Ok. Ça, faut jouer avec ça. Ça Et du marche. coup, ben, là-dessus, je rebondis, c'est la température. Plus la pièce est froide, plus vous allez dormir correctement. Mhm. Parce que avant d'être des chochottes sédentaires en pull en 21e siècle, ce qu'on est aujourd'hui nous, nos ancêtres, ils dormaient à poil dans la forêt. J'avoue que Euh, j'avoue que ça faisait solide, quoi. et oui, en se faisant réveiller par une piqûre d'araignée ou un serpent, tu vois. Donc, Ouais. il y a des récits de ça d'ailleurs, dans des très vieux récits qui datent de l'Antiquité, où il explique que les gens, parce que à l'Antiquité, les gens vivaient déjà dans des maisons, etc. Mais il y avait comment dire, des espèces de nomades qui se baladaient là, et en fait, une de leurs principales préoccupations, c'était d'arrêter de se faire piquer par des insectes pendant la nuit ou mordre par des serpents. Mhm. Donc, j'imagine que par le passé, ça devait être encore pire que ça. Ah bon. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nos ancêtres, ils allaient dans des grottes, hein. Ouais. Là, ils disaient, ah, ouais, toi l'ours, oui, mais toi t'as une grosse dégage là. Hop, expulsion. Ouais, oui, Ok. bref. Et donc, Température de la dormir, pièce. ouais, entre 16 et 18 degrés, idéalement. Mhm. Sachant que vous devez prendre en compte aussi le fait que un être humain, ça produit à peu près 100 biowatts. Donc ça fait monter la chaleur de la pièce de 1 ou 2 degrés. Ok. Donc si vous êtes deux dans la pièce, mettez-vous dans une pièce où il fait que 15 degrés. Ok. Ça joue. Ah oui, d'ailleurs, il y a ça aussi. La vie de couple. Ah, voilà. Alors, il s'avère que 30% des gens qui ont eu une rupture de Oui. couple, en fait, une des raisons majeures de cette rupture, c'est le fait de ne pas pouvoir dormir ensemble. Ok. Parce qu'ils dorment mal ensemble. Ok. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes chronotypes. Quelqu'un est de la nuit, l'autre est du matin. Ou alors, pour d'autres problèmes qui sont liés à la qualité de la nuit, c'est-à-dire que ben, il y en a un qui ronfle, qui bouge, etc., etc. Et ça a un impact important dans la vie de couple parce que, euh, typiquement, objectivement, en fait, ce qui est mesuré, c'est que dormir à deux dans le même lit,
on fait décroître un petit peu la quantité de sommeil profond et de sommeil paradoxal. Donc objectivement, on dort moins bien à deux. Ok. Mais par contre, sur le plan subjectif, donc quand on demande aux gens s'ils dorment mieux ensemble quand ils sont en couple, les gens ils disent oui, je dors mieux quand je suis avec mon compagnon ou avec ma compagne. Parce que la tâche émotionnelle fait que du coup ça contrebalance. Ok. Maintenant, s'il y a des problèmes de sommeil, une astuce qui existe, enfin il y a plusieurs astuces qui existent, ça s'appelle Chambre un à part. divorce. Hein? Chambre à part. Oui, c'est ça, ça s'appelle un divorce de sommeil. Ouais. Alors la chambre à part, c'est le niveau ultime. L'entre-deux, c'est ce qu'on appelle les chambres, la méthode scandinave, c'est-à-dire que vous dormez dans la même pièce, mais avec deux lits séparés. Ok. Pour tout ce qui est mouvement dans la nuit, ça aide considérablement. Et si vraiment le bruit est un problème, ben, aller dormir dans une autre pièce, ça peut valoir le coup. Ouais. Pourquoi est-ce que ça peut valoir le coup? Là, c'est intéressant. Alors, je vais faire une petite digression. Les stimulants sexuels pour les femmes qui Mhm. font monter la libido, leur efficacité, c'est à peu près, ça fait monter la libido de 25% chez les femmes. Tu as donné D'accord? une liste de trucs là? Non, 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 Ah. écoute-moi. Ce que je note là, je suis Pose, prêt. pose ce crayon. Une femme qui dort mal à cause de son compagnon, si elle commence à mieux dormir parce que le compagnon va dormir à côté, etc., etc., donc seulement 1 heure de sommeil en fait de qualité en plus, ça correspond à une augmentation de 15% dans sa libido, sans aucune forme de médicamentation chimique. Ok. Voilà. Si c'est 2 heures, tu doubles. OK? Je connais plein de gars qui ronflent, qui vont aller dormir sur le canapé. En fait, c'est un enjeu majeur parce que la qualité de sommeil pour les deux parties fait que du coup, quand s'ils sont mieux restaurés, leur vie sexuelle remonte derrière. Et la vie sexuelle, c'est 5% quand tout va bien, mais c'est 95% quand tout va mal. Mhm. Non, Ok. mais ça c'est la psychologie de comptoir, je dirais, c'est n'importe quoi. Mais non, non, mais c'est un sujet qui est suffisamment important pour interroger les chercheurs et inquiéter les gens. Donc du coup, c'est pour ça que j'en Ok. parle. Donc la qualité du sommeil pour les deux parties, c'est très très important. Et il y a des solutions par rapport à ça. Maintenant, les hommes ont tendance à ronfler plus, à faire de l'apnée du sommeil. Donc ça, c'est lié en partie au poids du corps, c'est lié en partie à la génétique. On peut faire des examens pour ça. Il y a des méthodes qui marchent plus ou moins pour aider les hommes à moins à moins ronfler. Un truc qui marche relativement bien si on est relativement en forme et qu'on veut pas s'étouffer, et qu'on ne s'étouffe pas, pardon, c'est le fameux bout de scotch sur la bouche Mhm. pour être en respiration nasale. Pour des gens qui sont sédentaires, qui font de l'apnée du sommeil, qui sont gros, C'est pas la bonne faire idée. ça, il y a un petit risque de pas se réveiller le matin. Ça réduit ton espérance de vie. Voilà. Mais par contre, pour des gens qui sont entraînés, qui font déjà de la zone 2, Ouais. ça peut être une solution. Ok. Ouais, parce qu'en plus, pareil, c'est une question d'habitude, le cerveau s'habitue. Donc, au début, c'est inconfortable, et avec le temps, on s'habitue à dormir la bouche fermée, Mhm. et ça règle le problème ensuite du ronflement. Ça me fait venir une question. Est-ce qu'il y a un avantage, alors au-delà du ronflement, est-ce qu'il y a un avantage réel à dormir avec le mouth tapping? Ah oui, oui, ben en fait, quand un mec fait ça, sa femme à côté peut lui dire, entends-moi ta grande gueule. Mais moi, je ronfle pas, par exemple. Moi, je ronfle pas. Est-ce que j'aurais un avantage à dormir avec du scotch sur la bouche? Si tu ronfles pas, pas vraiment, non. Parce Ok. que ça veut dire que tu as probablement déjà la bouche fermée quand tu dors. Mhm. Et donc, du coup, tu es en respiration nasale, tu maximises la production d'oxyde nitrique. Donc, du coup, ça augmente un peu la vasodilatation de tes vaisseaux sanguins. Ce qui a pour conséquence derrière, du coup, de minimiser tes risques de plaque d'artérome, d'avoir une meilleure vascularisation globale de tous les tissus. Ok. Donc, non, D'accord. Parce que je sais tout, que c'est tout un va bien. peu trendy actuellement de dormir avec du scotch sur la bouche. Ouais, ouais, mais après, moi, tu vois, à titre personnel, j'ai essayé et je bouge trop. Ouais. En plus, je sais pas, mais j'aime pas avoir un truc là. Donc, du coup, à chaque fois que je laisse, comme je suis très anxieux de base, ça fait mon cortisol, il passe en orbite. Et donc, du coup, je l'enlève. Ok, ouais, bon, ça sert à rien. Ok, ça marche. Mais si t'as pas de, tu ne souffres pas d'apnée du sommeil, que tu n'es pas sédentaire,
que tu n'es pas en surpoids, donc que tu as quand même une bonne condition physique déjà installée et que tu ronfles, ça peut être un avantage. Ok, Ouais, ça tout à marche. fait. Euh, alors, donc, du coup, dans les choses qui peuvent aider pour mieux dormir, bah, ne pas consommer de café. Mhm. Hein, parce que le café peut diminuer, comme je le disais au début, de 30% la proportion de sommeil profond, et ça a pour conséquence une diminution de l'espérance de vie de 15 ans, si c'est fait de manière chronique. Mhm. Donc c'est pas ouf. Pardon, l'alcool, Ouais, très 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 mauvais, puisque ça en fait te met dans un état de sédation, de semi-sédation. Or la sédation, c'est pas le sommeil. ouais, t'es Donc du coup, sédaté, quoi. ouais, il y a ni de sommeil paradoxal, ni de sommeil profond. Ouais. Le sport, et quelle que soit sa nature, que ce soit du cardio ou de la muscu, alors après je vais en discuter de ça, mais c'est bénéfique. Pourquoi? Parce que ça crée une inflammation, le Ouais. sport, puisque tu crées des adaptations. Or, l'inflammation basse et moyenne augmente la proportion de sommeil profond. Ok. D'accord. Est-ce que la temporalité peut induire une bonne qualité de sommeil ou, à l'inverse, détériorer? Ça veut dire, si tu fais ton sport très tard dans la journée, très proche de ton heure de coucher, est-ce Ah que oui. ça peut... Je te pose la question parce que, bon, moi, je suis du matin, donc je m'entraîne le matin, mais quand je boxais, bah, je boxais le soir. Je finissais l'entraînement, c'était 21 heures. Alors, quand il y avait session de sparring, bon, bah, j'avais l'impression de dormir dans le tambour d'une machine à laver. Mais, ouais, ouais, patatam, patatam, patatam. Mais par contre, quand on ne faisait pas, mais que bah, ça reste un sport où tu t'agites quand même passablement, j'ai de la peine à rentrer dans le sommeil. Alors, c'est absolument normal, mais ça, je vais rebondir là-dessus, c'est par rapport à la problématique de l'équilibre du système central, Mhm, donc le système sympathique et parasympathique. Donc, le système sympathique, pour rappel, c'est ce qui va exciter votre activité cérébrale et endocrinienne. mhm, Donc, quand le système sympathique s'active, on produit du cortisol, ce qui produit de l'adrénaline, et donc du coup, on est énervé. Voilà. mhm, De l'autre côté, le système parasympathique, c'est celui qui calme l'activité électrique et qui calme aussi sur le plan endocrinien. mhm, Quand tu fais un effort de zone 2, par exemple, donc pendant l'effort, en fait, pendant n'importe quel effort d'activité physique, ton système orthosympathique s'active pour faire monter ton rythme cardiaque. mhm. Mais par contre, il y a comment dire, une contrebalance de cette activité-là, plusieurs heures après, par une inhibition par le nerf vague du système orthosympathique, ce qui fait que quand tu sors de la zone 2, pardon, quand tu sors de la zone 2, quand t'es détendu et ton sommeil est beaucoup plus prompt à être de qualité plusieurs heures après la zone 2. Donc du coup, oui. Alors, si tu fais un effort de force, même si tu te sens épuisé nerveusement après parce que tu viens de faire un effort de force ou que tu te viens de te faire tabasser en boxe, le truc, c'est que comme l'activité est un peu trop courte pour qu'il y ait une décompensation par le système parasympathique, tu vas être épuisé nerveusement, mais ton système nerveux est hyperactif encore, Mhm. avec le cortisol qui est haut. Donc du coup, c'est pas la bonne combo le soir. Ok, d'accord. Il vaut mieux pour les activités qui sont, euh, ouais, on va dire Haute excitantes, intensité. Mhm. ouais, il vaut mieux, à mon avis, pas dépasser 19 heures. Ok, Faut que ça se termine à 19 heures, ok, ça marche. en admettant que tu te couches à minuit. Donc, le sport va favoriser quand même une bonne qualité d'endormissement. Ouais, de sommeil, parce De que sommeil. ça augmente la proportion de REM et de non-REM, enfin Mhm. de sommeil profond et de sommeil paradoxal. Mais à l'intérieur du sport, certaines activités vont plutôt être préférables pour le sommeil parce qu'elles vont maximiser l'effet du système parasympathique et donc du coup faire décroître l'activité endocrinienne et cérébrale. D'accord. Donc, tu as dit que l'alcool, c'était pas une bonne idée parce qu'en fait, ça te sédatait. Et donc, en fait, tu es sédaté, mais t'es pas endormi, mais t'es pas réveillé non plus. Donc, en gros, tu es un mi-chemin entre les deux. C'est la merde. Ouais, mais l'alcool, c'est jamais une bonne idée, Ouais, sauf si on veut un peu se désinhiber avec des potes, parce que ça reste un produit toxique techniquement. ouais. Euh, on se rend pas compte, mais l'alcool, c'est une molécule qui est tellement petite, enfin, ça se décompose en plusieurs molécules, mais ça se diffuse de manière passive dans tous les tissus. Et le signal de l'alcool dans une cellule, c'est, écoute-moi bien, petite cellule, il faut que tu meurs. Ok. C'est un signal apoptotique, de mort programmée.
Peu importe la quantité, peu importe le type d'alcool? Peu importe la quantité, peu importe le type d'alcool, et dans tous les tissus, c'est vrai. Donc n'importe quel tissu qui est exposé à l'alcool va se dire, ah, il faut que je meure. Vous êtes sûr, les mecs? Parce que j'ai envie de dire, je faisais un bon travail jusque-là, hein. Ok. Aïe, aïe, aïe. Après, l'alcool, en fait, pourquoi est-ce qu'on se sent désinhibé quand tu prends de l'alcool? Parce que l'alcool, quand il monte au cerveau, comme c'est un neurotoxique et que ça te bousille des cerveaux, pas du cerveau, ça te bousille certains neurones, et du coup, ben, t'es là, oh, je suis plus con et je suis plus heureux. Est-ce que c'était fait? Alors, loin de moi l'idée de vouloir faire, tu vois, l'éloge du fait de se pignonner la tronche, hein. Mais est-ce que le côté désinhibant, peut-être social, peut-être aussi qui te permet de relâcher, en tout cas, c'est l'impression que ça peut donner, relâcher un peu la tension. Est-ce que ça a quand même un ou deux effets, positifs sur cette partie-là ou pas du tout? En fait, momentanément, dans la perception du bonheur, oui, Oui. mais d'un point de vue physiologique, non. Ok, d'accord. Mais après, si ça peut te rassurer, en fait, c'est quelque chose qui est incrusté dans l'histoire de l'humanité depuis bien avant la civilisation. Le fait de se mettre C'est- des quilles, c'est ça? Oui, Ok. non, mais tu sais que c'est une aparté parce que ça n'a rien à voir avec le sommeil, mais je vais te Mais raconter c'est parce que drôle. c'est drôle. On sait que les animaux se mettent des quilles. Ouais, ça c'est vrai, effectivement. On voit des ours titubés dans la nature parce qu'ils ont mangé des fruits un peu trop Fermenté. maturés, fermentés. On voit des écureuils tomber des arbres en mode ah parce qu'ils ont bu trop de raisins fermentés. Encore plus drôle, parce que c'est plus proche de nous, les singes, les chimpanzés. Alors, les chimpanzés, c'est des animaux qui sont extrêmement agressifs. Ouais. Enfin, il y a c'est très intéressant leur mode de vie. Il y a des gens qui en parleraient beaucoup mieux que moi, mais il faut comprendre que dans une vie de chimpanzé, en fait, quand tu es un mâle, par exemple, Mhm. si tu te bats pour être le mâle alpha, c'est des combats à mort. Dès qu'il y en a un qui fait une connerie, tout le monde le tabasse, et que un mâle alpha ne va jamais à la retraite. Il mourra toujours par le combat en se faisant tabasser à un moment donné ou à un autre, pour que quelqu'un prenne sa place. Ok. C'est Hein? violent. Oui. Et c'est ce qui est super rigolo, par contre, par rapport à l'alcool, c'est qu'ils ont observé ça dans les tribus de singes, je sais plus, je crois que c'était en Afrique, mais bref, où en fait les mâles dominants, ils avaient trouvé un petit coin à baie fermenté. Et du coup, c'était les mâles dominants qui avaient accès à ça, et les jeunes, ils se faisaient tabasser quand ils s'approchaient. Et les mâles dominants, ils étaient bourrés H24. Ça fait vraiment, tu sais, le daron alcoolique. Ouais, touche pas ma bébine, dégage! Ok. Ah, c'est mythique. Ah, c'est Et mythique. donc, on descend de ça, nous. Ouais. Bravo. Ok. Donc Donc, là, c'est ouais, c'est c'est très, très ancré. ancré. Ok. Donc, c'est sociétal, mais c'est sociétal depuis très longtemps, quoi. Ouais. Ok, donc l'alcool, c'est pas bien. Qu'en est-il du THC et de son cousin non psychotrope, le CBD, sur le sommeil? Les deux sont très mauvais. Ok, pourtant, alors pour le THC, je veux bien. Pourtant, c'est pourtant un des arguments coup de poing dans la vente de CBD, de compléments sous forme d'huile, sous forme de bonbons, de tout Oui, ce que oui, tu veux. de suppositoire. Oui, oui, oui. Ouais, voilà. De thé, de crème. C'est justement ça favoriserait, un, la récupération et puis deux, le sommeil. Ah oui, non, non. En fait, ça, ça désinhibe tellement les neurones. Alors, il faudrait que je parle de ça aussi. Mais, alors, c'est pas toxique et c'est pas addictif comme le THC. Mhm. Mais par contre, ça désactive beaucoup trop les neurones glutamatergiques dans le cerveau. Ok. Alors, c'est.
D'ailleurs, tu pourras couper si tu as envie, ça. Mais j'en profite pour faire un petit coup de pub. Vu que, en fait, avec Sylvain Druguet, un collègue et un ami Je vais à surtout pas Ken et couper moi, ça. en fait, on donne on a lancé une formation sur les compléments alimentaires Mhm, où on parle notamment de certains compléments qui sont liés au sommeil et qui est très qualitative parce que c'est Sylvain et moi mhm. qui la font. Donc, du coup, on est très bon. Donc, si vous avez envie, un de ces quatre, de faire ça, elle est parfaitement, elle est, comment dire, complètement sponsorisée par l'État. C'est-à-dire que vous n'avez rien à payer de votre poche. Donc, c'est Ouais. très bien, que vous soyez entrepreneur ou salarié. Bon, du Donc, moment que si vous vous êtes avez en envie, France, hein, par contre. Vous êtes en Suisse, les oui, gars, il va oui, falloir casquer. ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, donc si vous avez envie, c'est sur Signature Formation que ça se passe, donc vous pouvez aller là-bas Ça marche. et être formé par des gens comme moi et Sylvain. Ah ouais. Ils sont top, hein. Ouais. Mais du coup, pour en venir à ça, en fait, dans ton cerveau, tu as des neurones qui ont tendance à augmenter l'activité électrique du cerveau. Mhm. C'est les neurones glutamats énergétiques parce qu'ils dépendent du glutamate, qui est une molécule. Voilà. Et tu as des neurones qui sont GABA énergétiques, qui ont tendance à faire décroître l'activité neuronale. Ok. Et il faut un équilibre entre les deux. D'accord? Si tu as trop de glutamate dans le système, donc ton cerveau va monter au plafond en termes d'activité, tu vas produire du cortisol, ça va créer de l'inflammation chronique au niveau immunitaire, Mhm. parce que c'est lié. En gros, quand ton système orthosympathique est très actif, ton système immunitaire, il se dit, OK, c'est la guerre, on sort les armes. Mhm. À l'inverse, quand c'est ton système parasympathique qui est activé, donc par exemple, si c'est par une activité cérébrale comme des neurones GABA énergétiques qui sont très activés, Mhm. donc tu fais des activités relaxantes, ça envoie ça envoie un signal au système immunitaire qui dit, bah, c'est les vacances, calmez-vous les mecs. Voilà, tout simplement. Et le CBD, en fait, ça coupe l'activité des neurones glutama énergétiques Ok. de manière très très forte et chronique. Et le problème, c'est que certes, c'est vrai que c'est relaxant. Donc quelqu'un qui est très anxieux, qui est stressé, qui est en burn-out, prendre des CBD momentanément peut avoir un effet bénéfique. Mhm. Mais il faut toujours bien comprendre cette situation entre la différence entre le physiopathologique et quelqu'un qui est simplement en état normal. Mhm. Dans le physiopathologique, le CBD a ses utilités. Mais si tout va bien et que tu commences à prendre du CBD, tu sors de ton homéostasie, tu sors de l'équilibre. Et là, du coup, c'est délétère pour ton système parce que tu es en train de le mettre dans un état de, pas de sédation, mais de relâchement De trop veille. important, ouais, de veille, qui fait que s'il y a un virus qui arrive, il va te tabasser et tu pourras rien faire. Ouais, ok. Tu coupes le. Tu coupes le. Est-ce que c'est un rapport avec le fait de couper le signal d'inflammation? Enfin, de couper ce Ouais, processus-là? Ok. c'est exactement ça. Ouais. En fait, jamais rien n'est bien, rien n'est mal, tu vois, dans le corps humain. C'est-à-dire que il faut du cortisol qui Mhm. fait monter ton stress. D'ailleurs, typiquement, le sommeil profond, le sommeil paradoxal, pardon, donc le fait de faire des rêves, ça fait monter ton cortisol. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, normalement, quand tout va bien, quand tu t'endors, ton cortisol est au plus bas, donc tu t'endors bien. Parce que s'il est élevé, ton cortisol, ça veut dire que tu es anxieux, Donc tu dors d'ailleurs, pas. et donc tu dors pas. D'ailleurs, la caféine fait ça, hein, Mhm. puisque ça fait monter l'adrénaline. Mais par contre, étrangement, le matin, quand tu te réveilles, ton cortisol, il est à son pic. Ça favorise l'éveillement, le fait de s'éveiller. Oui, mais comment est-ce qu'il est produit? Il est produit au moment de la REM, hein, du sommeil paradoxal. Ok. Donc, vous voyez, dans cette situation-là, en fait, le cortisol, ça crée une relance physiologique qui vous permet de vous réveiller le matin. Mhm. Donc rien n'est bien, rien n'est mal dans le système. Mais par contre, si vous coupez en fait l'activité de manière chronique, l'activité d'une hormone, donc que ce soit le CBD pour le cortisol, mais à l'inverse, si vous prenez d'excitants comme la caféine, et ben du coup, votre système est déréglé et vous allez forcément tomber dans un état chronique de mauvaise santé. Mhm. Ok. Et pour le THC? Alors là, THC, c'est un autre niveau. Déjà, il y a une addiction. En fait, à partir du moment où il y a une addiction, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le cerveau ne produit plus certaines hormones et attend que le THC, le cannabis, fasse cet effet-là. Mhm. Donc là pour le coup, c'est game over parce que ça veut dire que tu ne peux plus dormir correctement si t'as pas de cannabis. Mhm. D'ailleurs, les consommateurs de cannabis ne rêvent plus. Mhm. Ils font pas de rêve.
ça veut dire qu'ils coupent complètement leur sommeil paradoxal. Et ça, c'est problématique. Ok. Et c'est problématique pour une autre raison que j'ai pas évoquée encore, qui est liée au trauma émotionnel. En fait, il s'avère que les traumas émotionnels se résolvent d'un point de vue neuro-endocrinologique pendant le sommeil paradoxal, parce que c'est pendant cette phase-là du sommeil que les neurones liés à l'information émotionnelle se délient, se Mhm. séparent des neurones liés à l'information. Une soupape de décompression? Oui, mais littéralement, en fait, ça se délie, ça se sépare, l'émotion de l'information se sépare. Ok. Ce qui fait que du coup, le trauma n'est plus vécu que comme une simple information. Donc, Pour ok, bien comprendre la chose, je prends un exemple horrible exprès. vas-y. Attends, Euh, c'est bon, je suis déjà si assis. il faut imaginer, admettons que quelqu'un de son entourage soit tué. Oui, Ça va nous faire un choc émotionnel très fort. normalement, oui. Maintenant, si le beau-père d'un touriste en Chine se fait tuer, on est là, ouais, ouais, c'est nul, mais on n'en a rien à foutre. Oui. Pourquoi? Parce que, objectivement, c'est les deux mêmes informations, mais il y a une personne, on a une attache émotionnelle forte. Mhm. Et donc, la force du sommeil paradoxal, donc le fait de faire des rêves, c'est justement de transformer, de supprimer ce lien entre l'émotion et l'information. Ok. On peut voir ça comme un fruit, donc une cerise avec une tige. La tige, c'est la partie émotionnelle, le fruit, c'est le mémoire. Le sommeil profond, c'est simplement le fait de retirer la tige du fruit. Ok. D'accord. Ok. Donc, dans le cas euh, d'événements psychologiques très traumatiques, on aurait tendance à vouloir oublier ça, par exemple, dans la drogue et dans l'alcool. Mais donc, du coup, ça nous ferait un sommeil dans lequel on rêverait pas. Et donc, du coup, où notre cerveau n'aurait pas la possibilité de dissocier les deux. C'est ça. Ok. Ah, Mais attends, oui. ouais, juste, je précise, ce que j'ai dit là, c'est des cas extrêmes, Oui, mais oui. c'est vrai pour tout, même pour les événements mauvais de la vie Mhm. dont on se souvient et qui ont des impacts négatifs en termes de perception. Les rêves en général, permettent simplement de faire cette séparation. Et donc, du coup, on digère mieux des événements un peu chiants qui se passent dans la vie. Mhm. C'est beaucoup trop fort par rapport à ça. Donc, il faut bien avoir un sommeil paradoxal de qualité pour pouvoir faire ces choses-là Ok. et être heureux. Et parce que être heureux, c'est bien. C'est mieux. C'est mieux. Euh, euh, et d'ailleurs, c'était une des conclusions sur lesquelles on arrivait dans le hors-série précédent, c'était que tout faire pour être mentalement heureux, la relativisation, enfin relativiser des problématiques, travailler sur soi-même, c'était un des éléments pour bien vieillir. Je te pose la question parce que du coup, elle me vient. Aujourd'hui, bon, bah, passablement de gens souffrent de dépression pour des raisons qui sont diverses et variées. Ok. Mm, On prescrit des antidépresseurs à ces personnes-là. mm. Qu'en est-il de l'impact des antidépresseurs sur la qualité du sommeil? Oh, alors, Tu veux qu'on passe un ouais. hors-série numéro 3, c'est ça? Non. C'est compliqué ça. Parce que des niveaux de dépression, il y a un spectre assez large. Mhm. Alors, je vais répondre en deux temps. D'abord, les drogues qui permettent de favoriser le sommeil, on sait que ça marche pas, en gros. Comme quoi, par exemple? Alors, je n'ai pas les noms exacts, mais il y a plein de substances qui sont parfois prescrites par des psychiatres ou des Ok. médecins pour aider à dormir, parce qu'on est dans une situation compliquée de sa vie. Et il y a vraiment un consensus scientifique très clair, c'est qu'on ne devrait pas prescrire ces trucs-là. Ok. Parce que ça a un effet momentanément qui est positif, Mhm. mais à partir de quelques semaines, c'est terminé. Ok. Après, c'est contextuel, hein, tout ce qui est clinique. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un vit un truc très compliqué momentanément, il faut le faire dormir. Oui, oui, bien sûr. Mais la plupart du temps, en fait, au moins les trois quarts du temps, les prescriptions sont faites de manière chronique, et là, pour le coup, c'est pas bien. Ouais. Maintenant, la dépression, euh, une des meilleures façons de guérir de la dépression, c'est d'avoir un sommeil de super qualité, Mhm. combiné à une activité physique pour créer des variations. C'est tout un sujet ça, mais pour en gros supprimer l'inflammation au niveau du cerveau. Mhm. Donc ça passe en même temps par du cardio, la zone 2 typiquement, une alimentation pas anti-inflammatoire, mais pro-résolutive de l'inflammation et un sommeil de qualité. Mhm.
Donc c'est quand même une combinaison. Et les antidépresseurs euh, ont tendance à réguler à la baisse l'activité cérébrale, donc typiquement à couper l'activité des neurones glutamatergiques. Mhm. Mais il y a des molécules qui vont t'amener la sédation. Alors elles sont rares. Il y en a d'autres qui ont... En fait, le problème, c'est qu'il y a une trop grande variété au niveau des molécules qui sont des antidépresseurs. Mhm. Mais là, je donne, enfin, je donne aucun avis médical, hein. Ce que je Mhm. dis, c'est juste une réflexion scientifique et c'est tout. En fait, c'est du cas par cas parce que si une personne en fait est en situation de dépression extrême et qu'elle a aucun autre levier dans son mode de vie pour se sortir d'affaire, alors l'antidépresseur va être la solution pour désinflammer le cerveau. Mhm. Maintenant, si la dépression est légère et qu'elle a des leviers comme le sport, une meilleure activité physique, un meilleur sommeil, pardon, une activité physique et qu'on appelle ça une alimentation adaptée, Mhm. elle doit prioriser ça et ne jamais utiliser d'antidépresseurs. Le problème, c'est l'entre-deux. C'est qu'il y a des Ouais. gens, voilà, j'enfonce des portes ouvertes. Il y a certaines personnes, par exemple, qui devraient faire du sport, mais qui en sont incapables parce qu'elles n'aiment pas cette activité-là. Et il y a des gens, si on peut pas les forcer à faire ça. Donc, alors, ça leur enlève certains leviers. Là, c'est compliqué. Mais il est clair, il est certain du fait que les gens sous-estiment considérablement, c'est ce qu'on disait au tout début, le sommeil et la puissance du sommeil dans la réparation euh, de l'immunité, mais aussi, du coup, donc, ça veut dire des traumas au niveau psychique. Et donc, le simple fait qu'une personne se mette à beaucoup mieux dormir fait qu'elle guérira beaucoup plus vite. Ok. Maintenant, le problème, je vais faire un rebond là par rapport à ça, c'est que pour très très bien dormir, comment ça se fait que quand tu fais du sport, tu es mieux envie de dormir? Hein, c'est lié à cet équilibre entre système sympathique et orthosympathique. Ça vient aussi du fait que les gens qui sont sédentaires, qui font jamais de sport, en fait, ils sont dans une inflammation chronique perpétuelle parce que tout les fatigue. Ouais. Et du coup, le simple fait de faire un peu d'activité physique fait qu'ils vont avoir une décompensation de leur système orthosympathique, et donc du coup ça va relâcher et le système sympathique va s'activer. Ok. Donc c'est plus facile d'aller trouver un bon sommeil de qualité en se mettant à faire du sport, sous condition qu'on ne prenne pas des monsters en pré-workout. À 17h30. Ouais, c'est compliqué ces trucs-là. Ouais. Ok. Alors, je résume parce qu'il y a beaucoup de choses là, c'est un Ouais, peu ouais, mais touffu. c'est. Ça va? Euh, Bien dormir, donc dormir dans l'obscurité, Oui. dans une chambre fraîche, Oui. avoir des conditions d'endormissement qui sont saines, à heure fixe, peu d'anxiété. Euh, Éviter les neurostimulants de manière générale et avoir une activité physique, peu importe sa nature, mais avant 19h. Ok. Voilà, les choses très simples. Avant 19h pour une heure de coucher et d'endormissement qui serait à quelle heure? À minuit, Ah, ok. entre 11h et minuit, donc 4 heures avant. Parce qu'il faut D'accord. aussi prendre en compte le... Là, j'admets que l'heure qui va suivre après ton entraînement, tu vas manger. Ouais. Ouais, ouais, ok. D'accord. Euh, Ah oui. Ça, c'est une question que je voulais te poser quand on a discuté du fait de faire un podcast sur le sommeil. Est-ce que c'est réellement intéressant ou est-ce que, du coup, en fait, je réalise que tu as déjà apporté la réponse à ma question. Mais tu sais, cette fameuse légende des heures avant minuit qui compte plus. En fait, ça dépend de ton câblage, plutôt matin, plutôt soir. Oui, Ok, mais donc en même, fait, oui, oui. si t'es plutôt quelqu'un qui est un lève-tôt, c'est pour ça que naturellement, tu vas te coucher beaucoup des heures, enfin, éloigné de minuit. Et donc, Mm. du coup, que si tu te couches près de minuit, mais que tu te lèves à la même heure, tu as juste la tronche dans le derche. Oui, Ok, d'accord. Donc, en fait, tout part à partir de là. C'est comment est-ce que tu es câblé? Est-ce que tu es plus câblé rester éveillé tard le soir ou est-ce que tu es plus câblé te lever tôt le matin? voilà, c'est ce qu'on appelle le chronotype. Ok, Ça, pour le coup, tu t'y peux rien, ça. ouais, ok. T'as vu cette réponse d'expert au début? Ouais. Je l'ai travaillé, hein? Ah ouais, je vois ça. Non, mais parce que c'est une. Enfin,
Moi, ma mère, elle me disait ça quand j'étais ado. Elle me disait, ouais, faut te coucher avant minuit parce que les heures avant minuit, elles comptent double. Bon, après, ma petite maman, elle a le niveau Non, de évidence scientifique qui est là, hein. mais elle a dit ça parce qu'en fait, on entend ça dans les médias, c'est ça aussi, hein. Mhm. Maintenant, tu as des. Parce qu'il y a un truc aussi dont on peut parler, c'est la complémentation qui peut aider à favoriser l'endormissement. Oui. Parce qu'il y a des choses qui sont modérées qui aident. D'ailleurs, oui, attends, je me le note. Voilà. Pardon. Non, non, je t'en prie. Donc, c'est juste pour pas oublier, pour te le Oui. raconter. Donc, dans les choses qui aident, il y a par exemple, l'ashwagandha à prendre pendant son repas du soir. Ouais. La L-théanine également. Mhm. En fait, ces trucs-là ont tendance à bloquer les récepteurs des neurones glutama énergétiques. Mhm. Et donc, Switch forcément, qui te switch en orthosympathique. oui, c'est ça. Ok. C'est eux qui augmentent l'activité cérébrale électrique. Donc, du coup, si tu leur bloques leurs récepteurs au niveau synaptique, ils vont être là, bon, bah, on fait quoi? Rien? Bon, ok. Voilà. Donc, du coup, tu as tendance à un peu moins ruminer le soir. Ouais. Plus puissant encore, c'est la L-taurine. Ok. Alors, on entend souvent la taurine, c'est toxique, ou alors c'est un excitant, parce qu'on voit ça dans les Monsters, les Red Bull et compagnie. Mhm. Pas du tout ça. En fait, la taurine, c'est un relaxant. Mais alors, ça fout Et quoi dans c'est les un... Monsters et dans les Red Bull? Parce que ça empêche de cramper. Et Ah, que la caféine a tendance à créer des fuites minérales. Et donc, pour compenser ça, ils mettent de la taurine. pas con. Ouais. Mais par contre, si vous prenez la taurine tout seul, la taurine, elle a un effet extrêmement puissant. C'est de convertir le glutamate en GABA. Oh! Oui, exactement. Oh! Donc ça veut dire que non seulement vous siphonnez la ressource des neurones qui excitent, Ouais. mais vous la transformez en une ressource pour les neurones qui calment. Ok. Ça, c'est trop fort. J'avoue. Et du coup, une combinaison que j'ai testée, donc c'est ce que j'ai noté là pour pas oublier, et qui marche exceptionnellement bien, c'est que je me fais 1 heure de zone 2 entre 18 et 19 heures avant de manger, Mhm. et que ma boisson d'effort, c'est juste de l'eau avec 5 grammes de taurine. Ok. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en faisant ça, comme tu vascularises à mort, ta taurine, elle va beaucoup plus rapidement circuler dans le sang, Mhm. et tu tombes comme une mouche après. Ok. Donc ouais. Donc, de la taurine, ashwagandha, Oui, oui, l'ashwagandha qui marche bien. ashwagandha, voilà. Et, Et- ouais. et tu as dit quoi d'autre? La L-théanine aussi. Ok. Alors il y en a d'autres aussi, par exemple, il y a le magnésium L-fréonate qui marche bien, qui a la même fonction que la L-théanine ou la l'ashwagandha. Pourquoi L-fréonate? Parce que c'est le seul type de magnésium qui passe la barrière hémato-encéphalée, alors que les autres formes de magnésium, comme le bisglycinate, qui est l'un des magnésiums les mieux absorbés, il ne passe pas cette barrière, donc ça marche moins bien. Mhm. Qu'en Ouais. est-il de la prise de mélatonine? Ah, alors, alors, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Euh, c'est compliqué. La prise de mélatonine, en fait, elle est bonne quand tu dépasses pas 300 milligrammes par jour. Mhm. 300-500 milligrammes. D'accord? Pourquoi je dis qu'elle est bonne? Parce que ça veut dire que à ces dosages-là ou en dessous, il n'y a pas d'adaptation physiologique du cerveau. Ouais, qui dit, attends, mec, tu m'en donnes depuis l'extérieur, donc j'en fabrique plus. Alors, il va toujours en fabriquer, mais par Ok. contre, il va moduler la quantité de récepteurs. Ah, ok. Si tu as moins de récepteurs à mélatonine, c'est chiant aussi. Mhm. Et il s'avère qu'au-delà de 500 milligrammes, on voit que les récepteurs sont moins nombreux. Le problème, et c'est pour ça que je dis que c'est compliqué, c'est que si tu regardes les cachets de mélatonine qui sont vendus, c'est toujours du 1 à 5 grammes. Ah ouais, Tu vois. ok. Donc, il faut faire attention à ça. Par contre, c'est vrai que la mélatonine a des effets bénéfiques. Alors, ben, forcément, c'est lié au sommeil. En fait, à partir du moment où tu améliores ton sommeil, tu améliores tout. Tu améliores ta production de testostérone, tu améliores ton système immunitaire, tu régules ta glycémie, tu maigris Mhm. si tu es un peu grassouillet. Enfin, ça n'a que des conséquences positives sur la santé dans toutes les directions. Mhm. C'est pour ça qu'à un moment donné, il disait que la l'ashwagandha faisait augmenter la testostérone. C'est pas ça, les mecs. C'est juste que vous dormez mieux. Donc, forcément, derrière, vous avez le kiki tout dur en réveillant. C'est pour ça.
Pardon, je Ah, pars en vrille aujourd'hui. vous êtes cons, les gars, ou bien? C'est Ok. c'est juste ça la raison. Mais concernant du coup la mélatonine, du coup ça a plein d'effets positifs sur l'immunité, sur la récupération sportive, etc. et même la performance. Mais c'est simplement lié au fait qu'on dort mieux. Ok. Mais en excès, vous diminuez le nombre de récepteurs, donc il faut faire attention à ça. Mhm. Après, à mes yeux, je préfère enlever quelque chose à mon mode de vie pour être en meilleure santé, plutôt que de rajouter quelque chose qui va me fatiguer en termes d'anxiété et de coût mental, de charge mentale. Je préfère enlever de la caféine Mhm. plutôt que de devoir prendre de la mélatonine. Ok. Ça fait sens. Ouais. Ça fait sens. Ok. Ouais. Autre complément à prendre pour favoriser l'endormissement? Non, ceux que je t'ai donnés là, c'est quand même les plus efficaces. Il y en a peut-être d'autres, mais après, tout ce qui va être relaxant en général vont un peu favoriser ça. Mhm. Mais à mes yeux, en tout cas, c'est mieux de relaxer le système en faisant 1 heure de zone 2. Enfin, en faisant, en faisant un peu du cardio, quoi. Euh, à cause du fait que les effets physiologiques issus de la zone 2 sont multiples et bénéfiques, et que du coup, on fait tout en un, quoi. D'accord. Qu'en est-il du sexe avant le sommeil? Parce que c'est une activité physique, mais c'est pas quand même une activité, tu vois, de zone 2. Enfin, voilà, c'est quand même excitant. Comment ça se passe? Eh ben, en fait, ça dépend du sexe. Donc maintenant, on va rentrer dans la partie du podcast qui est interdite aux moins de 18 ans. De toute Bienvenue. façon, de toute façon, je mets à chaque fois que c'est pas fait pour les enfants. Je note que sur le premier hors-série, on a aussi fini le podcast en parlant de libido, en parlant de sexe. C'est peut-être un marqueur, on ne sait pas, un point fixe dans les podcasts qu'on fait ensemble. Ben, en fait, le truc, c'est que les deux plaisirs les plus importants pour un être humain à court terme, c'est le sexe et l'alimentation. Mhm. Donc, vu que l'alimentation est un des trois marqueurs fondamentaux de la santé ou du Ouais, vieillissement, et que le sexe est une activité majeure de l'être humain pour la reproduction et la survie de l'espèce, parce que on est altruiste, nous. oui, voilà, c'est pour ça. Forcément, on parle de ce sujet-là. Non, mais pour revenir par rapport au sexe, alors là, franchement, il faut que tu fasses intervenir, je sais pas moi, un maître de donjon BDSM pour qu'il t'explique les différentes nuances, parce que, en fait, clairement, il y a en fonction des activités, du niveau d'intensité du truc, si c'est juste un câlin et que ça, parce qu'après, après, ça dépend aussi, tu vois, par exemple, la durée d'une activité, la durée pardon, d'une D'un relation rapport? sexuelle Ouais, en moyenne. Ça peut être, je crois que c'est 6 ou 8 minutes, un truc comme ça maximum. mais tout confondu? Oui, Ah ouais, 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 ah ouais, ouais, ouais. 6 à 8 minutes, C'est un peu nul, tu vois. c'est Euh, c'est pas ouf, quoi. sans jugement. Ah ouais, sans jugement, enfin. Ok. Mais du coup, si tu as des préliminaires et que tu as un câlin, etc., en fait, la problématique, c'est il faut voir si ça. Parce que quand tu as du sexe et que c'est le Mhm, soir, par exemple, bah, du coup, ça veut dire que tu es dans le lit. Donc, ça veut dire que peut-être, probablement, tu peux entamer ton sommeil pour ça. mhm, Donc là, là, pour le coup, c'est négatif. Mais si objectivement, tu te mets plutôt au lit parce que tu sais que tu vas faire un câlin, mhm. là, c'est différent. Et après, ça dépend aussi, du coup, donc je te dis, de la nature de l'activité. Comment tu t'énerves pendant que tu tombes en l'air, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça, pour le coup, bah, ça, c'est les activités de chacun et il n'y a pas de jugement. Ouais, Mais ouais. simplement, du coup, ça va être un peu différent. Et moi, pour le coup, je suis pas spécialiste de ça. Donc, faut que tu. Ouais, mais je vois bien le délire, quoi. Je vois bien le délire. Si tu fais ça en chill sur du Barry White, ça peut passer. Ouais, Alors que si tu es en train de t'énerver sur de la dubstep, ouais, bah, non, c'est mais. peut-être pas le bon truc, quoi. Ok, Ouais. ça marche. Euh, Écoute, moi, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon du sommeil. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter par rapport à tout ça? Moi, j'ai pris mes notes là. Je crois que je t'ai raconté à peu près tout ce que je voulais. Ouais. Hmm, ouais. Ah oui, si, il y a un point qui est rigolo quand même que je t'ai pas dit. C'est pour les gens qui sont en perte de poids, tu vois. Oui. Donc, ils font un déficit calorique. Oui. Il s'avère que si tu es en déficit calorique, mais qu'en même temps tu es en légère dépravation de sommeil, Oui. eh ben 50 à 60% du poids que tu es en train de perdre, Ouais. c'est de la masse musculaire pure.
Oh putain. Voilà. Ok. Donc, donc ne pas être en déficit calorique plus en dépravation de sommeil. Surtout pas, voilà. Ok, ça marche. Donc si vous êtes en sèche, parce que vous avez décidé d'être en sèche, Ouais. euh, Comme le saucisson. faut surtout faire attention à pas manquer de sommeil. Ouais. Mais malheureusement, quand on est en sèche, On dort moins parce que bien. la sèche, si on prend ce terme sèche, Ouais. c'est souvent pour des bodybuilders ou des gens, tu vois. Si vous êtes en déficit calorique parce que vous êtes en situation de surpoids, c'est plus facile que si vous êtes en situation normale sur le plan physiologique, Mhm, mais que vous êtes en sèche. Parce mhm, que dans cette situation-là, votre corps va mettre en place des verrous et va vous empêcher de dormir. mhm, Et donc la sèche, objectivement, amène à de dépravation de sommeil et une diminution de la qualité du sommeil. mhm. Donc c'est... Alors les bodybuilders, ils s'en fichent parce qu'ils prennent des produits pour compenser. Mais quelqu'un qui est naturel et qui fait une sèche va forcément perdre un peu de masse musculaire dans le lot. Ok, d'accord. C'est naturel. C'est hyper intéressant. Merci pour ce partage, Vincent. C'était hyper cool. Et bien de rien. C'est hyper cool. Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, ben, merci de nous avoir suivis. On espère avec Vincent que vous aurez pris autant de plaisir à écouter ce podcast qu'on en a pris à le faire. Comme d'habitude, on a surtout on a dit des choses intelligentes et on a surtout bien rigolé. Et ça, c'est Mm. important parce que rigoler, c'est bien. Si c'était votre premier épisode, ben, bienvenue. Ben, voilà, je vous présente Vincent. Si vous ne le connaissiez pas, ben, maintenant, c'est chose faite. Et puis, ben, allez sur l'épisode numéro 8 du podcast pour en apprendre un peu plus sur lui ou sur le hors-série numéro 1 pour en apprendre un peu plus sur système immunitaire, inflammation et mitochondrie. Mm. Si c'était votre premier épisode, bah, voilà. Et puis si c'était pas le cas, bah, merci pour votre fidélité. Vincent, encore un mot avant que on s'arrête là? Ouais, faites attention à votre sommeil. C'est vraiment un levier facile de votre santé. Donc, voilà. Et chose peut-être aussi, si, en tout cas c'est comme ça que je vois les choses, si vous n'avez pas la capacité de moduler votre sommeil parce que votre contexte actuel ne vous le permet pas, et moi j'en sais quelque chose, et d'ailleurs c'était un des premiers trucs que j'ai dit à Vincent quand je lui ai demandé de faire ma programmation d'entraînement, c'était la sommeil, je peux pas le gérer, je sais pas si ma fille elle va me réveiller au milieu de la nuit ou pas, si elle va me réveiller une fois ou trois fois, si je vais passer 1 heure et demie debout pendant la nuit. Et donc, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est si vous n'avez pas tellement de capacité de moduler votre sommeil, il y a peut-être un intérêt à baisser l'intensité des autres choses que vous faites. Voilà. Ouais, complètement. Bon, bah on est bien. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao Vincent! Ciao Ken.